Vous êtes sur Medi 1, votre fidélité nous honore et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Le Sénégal a lancé un vaste programme de résilience au changement climatique et de gestion intégrée des zones côtières. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement sénégalais a déployé un dispositif de plantation d'arbres pour lutter contre l'érosion côtière et de construction de digues pour prévenir la montée des eaux. Pour protéger les zones de mouillage lors du mauvais temps, des brise-lames sont aussi construits sur des littoraux à haut risque. L'équipe de Croissance Verte s'est rendue à Rufisque de la banlieue dakaroise et à Saly Portudal, à 80 km de la capitale sénégalaise, pour voir comment certaines de ces infrastructures, déjà opérationnelles dans certaines zones du pays, améliorent considérablement la vie des populations et préservent l'environnement des aléas climatiques. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur l'impact de ce programme de résilience au changement climatique et de gestion intégrée des zones côtières au Sénégal, nous sommes avec Papa Sagne, environnementaliste, chercheur au département de géologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Sagne, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous nous retrouvons juste après sur ce plateau. Maintenant, place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Tchaoulène, commune de Rufisque-Est, dans la banlieue dakaroise, bénéficie depuis 2013 d'une digue de protection côtière. L'ouvrage, qui avait été réalisé en 11 mois, est une digue frontale dotée d'une promenade d'une longueur de 730 mètres sur une largeur de 23 mètres. On se rappelle de la visite du ministre Djiboka qui, représentant le gouvernement du Sénégal, a eu à assister à un fort plaidoyer des populations et des collectivités territoriales de Rufisque pour une protection des quartiers riverains. Et d'où est né ce projet, dit projet d'adaptation au changement climatique, piloté par le Centre de suivi écologique, mais financé par l'UMOA en partie. Donc cette digue a été construite par Eiffage, qui est une entreprise française. Le quartier centenaire était agressé de toutes parts par l'avancée de la mer. Se remémore le point focal des programmes environnementaux de la commune de Rufisque-Est. 3,6 milliards de francs CFA, soit plus de 5 millions d'euros. C'est le coût du projet. Le projet d'adaptation aussi des zones côtières de Saly, mais aussi tout ce qui est communication chargé tout ce qui est communication environnementale et de l'ingénierie sociale concernant le projet. Parce que tout projet est accompagné par un plan de communication. Et ce plan de communication aussi faisait partie aussi de tout ce qui est hard. Parce qu'en matière de projet, il faut le soft. Le soft, c'est la communication avec les populations, c'est les formations, mais aussi c'est tout ce qui est renforcement de capacité. Le hard, c'est la réalisation des infrastructures. Donc c'était une enveloppe consistante. Avec la digue, le problème des exutoires est réglé dans cette partie de Rufisque. Toutefois, Tchaoulène est le seul quartier de la zone à avoir bénéficié de l'infrastructure. C'est dû peut-être à l'enveloppe, parce que quand on parle d'une digue de 740 mètres qui coûte les 3 et quelques milliards, pour faire tout Rufisque, il faut des centaines de milliards. D'où l'importance de continuer à faire le plaidoyer pour avoir un montage financier consistant pour protéger tout Rufisque. Parce que je pense que le plaidoyer consiste à protéger tout le littoral rufisquois. On dit qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, mais la digue participe à atténuer les impacts négatifs. La digue n'est pas là pour arrêter la mer, mais pour atténuer vraiment les forces des vagues. La force des vagues. Et je pense que côté positif aussi, on a récupéré de l'espace. Et l'espace vraiment est devenu un lieu de rendez-vous de
tout ce qui est événement culturel, mais de tout ce qui est événement compétition sportive. Parlant aussi de tout ce qui est allergique, on a remarqué le retour des poissons et aussi des fruits de mer. En 2007, maisons, hôtels, terrains de football et une partie du cimetière de Tchaoulène avaient subi la furie des vagues destructrices. Des milliers de personnes avaient été recasées dans d'autres localités. À l'époque, la mer déchaînée pouvait nous envahir durant 3 jours successifs. Les femmes n'avaient même pas la tête à préparer à manger. L'eau entrait dans les chambres, les cuisines. Mais ce qui avait le plus choqué, c'était l'engloutissement du cimetière par les eaux. La décence m'empêche de revenir sur les détails. Les gens sont venus du monde entier pour visiter leurs proches qui y reposent. C'était un tournant décisif dans le plaidoyer. La hantise de la submersion par l'océan semble être un lointain souvenir. Aujourd'hui, les habitants de Tchaoulène dorment à point fermé. L'esplanade de Tchaoulène abrite pas mal d'activités du département de Rufisque. Des assises y ont été organisées récemment. Les couples organisent ici leur réception de mariage. Si vous venez ici le dimanche, vous verrez que les jeunes jouent au football du matin au soir sans interruption, ce qui rend notre quartier très animé. Les femmes de Tchaoulène ont d'ailleurs été formées pour sensibiliser sur l'importance de préserver la digue de protection, une tâche dont elles se sont bien acquittées. Grâce à la digue, nous avons une caisse autogérée qui a démarré en mars 2013. Nous avons démarré en 2015 avec 500 000 francs CFA, plus de 760 €. L'année dernière, quand nous avons fait le bilan durant la Tabaski, nous avions 10 millions, plus de 15 000 €. Nous n'avons jamais eu un projet qui a autant servi aux femmes. D'ailleurs, le maire de la commune s'en est inspiré pour davantage aider les femmes de Rufisque. Un système d'évacuation adapté aux réseaux d'assainissement locaux a été mis en place. La digue ne peut recevoir que de l'eau, simplement. Donc nous avons sensibilisé les familles sur le traitement des déchets pour que les familles ne jettent pas des déchets solides sur la digue. Voilà, il y a des déversoirs qu'on a mis sur place, juste pour que les femmes puissent déverser de l'eau simple. Voilà, avec cette sensibilisation, ça a permis de gérer la propreté de la digue. Comme vous l'avez vu, la digue a été conçue il y a de cela quelques années, mais jusqu'à présent, la digue est restée propre parce que les populations se sont appropriées de l'ouvrage. Après Rufisque, partons pour la station balnéaire de la Petite Côte, Saly Portudal, à 90 km au sud de Dakar, est le plus grand centre touristique de l'Afrique de l'Ouest, avec 17 hôtels et 33 résidences pour un total de 10 000 lits. On est là à côté du restaurant Abana Café. Toute cette partie était carrément dans l'eau, donc la mer avait récupéré toute cette partie. Donc personne ne pouvait plus passer. Donc Dieu merci, avec les travaux de récupération des plages, vous voyez que les gens commencent à revenir progressivement. Et Dieu merci, tout a été refait, le sable est revenu. Donc, mais il y a 1 an, on ne pouvait pas être là. Le tourisme local y était à genoux, mais avec la protection, la restauration et le réensablement des plages, il renaît progressivement de ses cendres.
pour nous, puisqu'on a vu l'évolution, quand nous sommes arrivés, oui, il y a environ 15 ans, c'était le désastre. On avait peur de perdre nos maisons, même d'ailleurs, hein, que la plage disparaisse totalement, puisqu'il n'y avait plus de plage. Donc ça a déjà donné une, comment dirais-je, une moins-value à toutes les maisons de bord de mer de Sali, et ça nous a franchement inquiétés. Et nous avons suivi l'évolution des travaux avec les digues qui se sont créées. D'abord, il y a eu des digues qui étaient perpendiculaires, qui étaient, à mon avis, c'était pas une réussite. Ça empêchait le sable de venir plutôt que de le faire venir. Donc après, ils ont décidé de faire les digues que vous voyez ici. Et là, maintenant, c'est une réussite. C'est vraiment, pour nous qui séjournons ici, c'est vraiment très bien. À un moment donné, Annick et Christine étaient désorientées. Honnêtement, on n'y croyait pas tellement. En partant l'an dernier, on n'y croyait pas tellement à la réussite, et la surprise fut tellement importante quand on est rentré. Chapeau. Chapeau les Hollandais, franchement. Et on est vraiment très heureux, hein. C'est le paradis hein, maintenant. Et oui, c'est le paradis maintenant. On a retrouvé notre plage d'antan, qui était vraiment un rêve et puis qui disparaissait petit à petit. Et là, maintenant, on a retrouvé ce que l'on espérait retrouver, justement, avec les travaux. Estimé à 32 milliards de francs CFA, plus de 48 millions d'euros, la mairie de Sali ne pouvait supporter seule les charges. Les travaux de la digue ont démarré en 2018-2019. Voilà, nous sommes sur les infrastructures qui ont été réalisées par l'État du Sénégal avec ses partenaires, sous la supervision de l'APIX. Donc voilà des infrastructures qui ont permis à Sali de retrouver ses plages. Et quand Sali retrouve ses plages, le tourisme retrouve également ses plages, parce que les hôtels, ici on a un tourisme balnéaire. Donc le tourisme balnéaire, ça veut dire que la plage joue un rôle déterminant. Toujours sur le littoral maurois, à l'opposé de Sali, la plage de Trépano, laissée à elle-même, appelle au secours. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre des digues de protection rapidement. Parce que vu que la future station balnéaire de la Petite Côte va se trouver à Pointe-Sarène, avec le logement, et aussi la ville de Econ City, va être à Mbodjen, il devient vraiment urgent de penser aussi à faire des digues au niveau de cette zone sud-là, pour éviter que la mer reprenne la place de ce côté-ci. Donc c'est ça notre problème réel ici. Et nous demandons que l'État aussi veille à cela pour que dans le futur, qu'on n'ait pas à faire un travail d'urgence, parce que là, vraiment, ça urge. Si rien n'est fait, la situation va empirer dans 2 ou 3 hivernages, alerte le directeur général de l'association Case Verte de Mbour. Il y a un marigot qui s'appelle le marigot de Maling, qui est presque à environ 1,5 km d'ici. C'est un grand lac qui couvre une grande superficie qui va jusqu'à Sinthioumbadane, un village qui est derrière, sur la route de Fatick, mais qui avait des poissons et avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce lac est menacé de 2 côtés. Il y a ici, à côté, sur le côté de la mer, il y avait un industriel qui avait mis beaucoup de temps pour fermer le bras de mer. Et après plusieurs combats, il a cessé le travail. Mais on n'est pas trop sûr qu'il va reprendre un jour. Et sans compter que de l'autre côté là-bas, il y a des lotissements. Et on ne sait pas pourquoi on va faire des parcelles dans le lac. Et c'est ça notre combat. Aujourd'hui, on est en train de mener ce combat-là pour que l'on puisse arrêter de créer des maisons dans le lac et d'ensevelir et de mettre du sable. Parce qu'aujourd'hui, la mission que nous devions faire, c'est, vu que les vagues viennent vers ici, on devrait creuser, draguer le lac pour que la mer puisse entrer, pour que ça soit un bras de mer vraiment adéquat qui peut absorber beaucoup d'eau. Sinon, s'il y a les digues là-bas, et le système de ramassage de plage qui est là-bas, et le bras de mer aussi qui est fermé à côté, je pense que nous allons vers un danger réel. Pour se protéger contre l'érosion côtière, certaines structures privées créent des brise-lames, qui sont des infrastructures parallèles à la côte et qui sont à l'intérieur de la mer. Elles peuvent être à certains endroits immergées. L'installation des brise-lames crée ainsi un fort ensablement d'un côté et une forte érosion côtière de l'autre, surtout au niveau de la Petite Côte.
De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Papa Sagne, géologue, environnementaliste, spécialiste des questions d'érosion côtière et chercheur au département de géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous venons de voir un reportage édifiant donc sur les réalisations du programme de changement climatique et de gestion intégrée des zones côtières développé par le Sénégal. Alors, Monsieur Sagne, le gouvernement sénégalais estime que ce projet favorisera le développement des activités économiques du pays. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Alexis. Permettez-moi un peu de remercier l'équipe de Croissance Verte pour cette invitation. Alors, il faut d'abord rappeler que le littoral sénégalais est long de 700 km environ depuis Saint-Louis au nord jusqu'au Cap Skirring, traverse globalement 6 régions administratives que sont la région de Saint-Louis, Louga, Dakar, Thiès, Fatick et Ziguinchor. Également, il y a le département de Kaolack. Et dans ces régions sont concentrées les villes où vraiment les activités économiques contribuent à hauteur de 68% environ du produit intérieur brut. Parce qu'on trouve l'essentiel des installations industrielles, la pratique d'activités de maraîchage également et de pêche. Il y a également à peu près 70% des légumes qui sont consommés à l'intérieur du pays et qui sont issus de l'agriculture périurbaine qui sont pratiqués dans cette zone. Alors, on trouve également par ailleurs des écosystèmes très productifs, mais malgré cette potentialité, le littoral sénégalais est confronté à de nombreux défis majeurs tels que l'érosion côtière entre autres, qui même a été reconnu comme l'un des risques majeurs dans le programme d'action nationale d'adaptation au changement climatique en 2006. Alors, ce phénomène d'érosion côtière en fait, est lié à la conjonction de plusieurs facteurs naturels tels que les houles, les vagues, notamment les houles exceptionnelles, en tout cas auxquels s'ajoutent maintenant les activités de l'homme et les changements climatiques qui, dans la plupart des cas, risquent d'exacerber le phénomène. Et donc, si tel est le cas, il faut obligatoirement la mise en place d'un programme ou de projet et même de plan efficace de gestion du littoral qui va prendre en compte considérablement l'érosion côtière et également l'adaptation au changement climatique. Et c'est dans ce cadre que ce programme a pris naissance. Il s'inscrit un peu dans le cadre du Global Climate Change Alliance de la Commission européenne qui vise à aider un peu les pays en développement les plus vulnérables au changement climatique. Et les résultats principalement attendus de ce projet se résument en 3 types. Il s'agit quand même de la mise en place d'un outil de suivi du littoral qui permet un tout petit peu de cartographier, de suivre l'évolution et en même temps de constituer un outil d'alerte en cas de risque majeur qui peut bouleverser le fonctionnement de toutes ces activités. Ces mesures d'adaptation au changement climatique et la protection des côtes permettront-elles concrètement de préserver le littoral ? D'abord, il faut comprendre, comme je le disais tout à l'heure, l'érosion côtière, c'est la conjonction de facteurs naturels exacerbés par les changements climatiques et, disons, les actions de l'homme. Et je pense que si tel est le cas et que réellement l'avenir du littoral sénégalais quand même est incertain puisqu'on assiste récemment à la recrudescence de certaines tempêtes qui peuvent bouleverser le fonctionnement du littoral et toutes les activités qui s'y déroulent. Je pense que si tel est le cas, l'intégration en réalité de l'adaptation au changement climatique dans les politiques de développement pourrait quand même permettre d'atténuer les impacts un tout petit peu et de pouvoir rendre résilientes un peu les activités. Est-ce que ces infrastructures peuvent-elles aussi contribuer à préserver la biodiversité et à développer l'écotourisme ? Bon, on l'a dit dans le reportage, on n'arrête pas la mer avec ses bras, mais je pense que ces infrastructures peuvent en quelque sorte, même si ce n'est pas à long terme, créer un petit soulagement, parce qu'on l'a observé dans le reportage avec l'engraissement des plages de Saly, et vous avez également constaté un peu ce qui a été noté au niveau de Tchaoulène à Rufisque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des cas, et ça a été dit même par le président de Voix Libre, je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas, et qui disait qu'il doute que le phénomène soit déplacé de l'autre côté vers le sud. C'est un petit peu parfois les inconvénients des structures de protection, parce que dans la plupart des cas, ça déplace le phénomène dans une autre zone. Alors, malgré ce plan d'action déployé par l'État sénégalais, cette agression du littoral persiste. À quel défi futur doit faire face le littoral sénégalais ?
Bon, je pense qu'avec cette agression qui continue, on doit normalement mieux préserver l'occupation ou mieux planifier l'occupation du littoral sénégalais et réglementer un tout petit peu les activités et même les constructions qui se font sur le littoral. Alors dans ce cas, comment améliorer la bonne gouvernance des zones côtières au Sénégal? Bon, l'atteinte des objectifs du développement durable passe obligatoirement par la mise en place d'un système de gouvernance efficace, en tout cas. Et comme au niveau du littoral sénégalais, les conséquences des changements climatiques ne sont pas maîtrisées ou les impacts des changements climatiques ne sont pas maîtrisés. Et je pense que quand même il faut mettre en place un système de gestion qui doit être basé sur, disons, l'implication, disons, de tous les acteurs qui sont au niveau de la zone côtière. Et ça va permettre une prise de conscience de l'ensemble des impacts possibles de l'érosion côtière sur les populations. Et donc, ça va permettre maintenant à tout le monde de pouvoir s'intéresser, comme ça s'est fait au niveau de la zone de Rufisque, de pouvoir s'intéresser à la préservation des structures de protection, mais également à pouvoir minimiser les impacts des activités de l'homme sur l'évolution du littoral. Monsieur Sagne, au-delà des digues, bures, brise-lames, d'autres approches ont été testées, comme le réengraissement de certaines plages à Saint-Louis ou à Hambourg. Qu'en est-il de cette mesure et de son efficacité? Bon, je pense qu'on l'a observé dans le reportage avec la station balnéaire de Saly, où vraiment dans pas mal de secteurs, les plages sont retrouvées. Mais le problème, c'est que est-ce qu'avec le long terme, ça va pouvoir se maintenir? Parce que quand on doit recharger une plage, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Chaque plage a des caractéristiques sédimentologiques qui lui sont propres. Et donc, on doit voir la cohérence entre les caractéristiques sédimentologiques de la plage autochtone et celles de la zone source. Et aussi, il y a la modification dans la plupart des cas des facteurs hydrodynamiques qu'ils ont essayé de corriger en mettant les brises-lames qui permettront de casser l'énergie de la houle. Et si tel est le cas, peut-être qu'on peut avoir quelques résultats, mais quand même sur le long terme, bon, l'incertitude est élevée. Au Sénégal, des collectifs citoyens et des associations se mobilisent contre la multiplication des constructions sur le littoral de Dakar, la capitale. Ils dénoncent un accaparement de la corniche au détriment des habitants et alertent sur les conséquences environnementales de ces projets immobiliers. Alors, devrait-on interdire toute construction qui n'a aucune utilité publique sur le littoral? Bon, je pense qu'il faut aussi, là, j'ai l'habitude de le dire, il faut que les gens fassent très attention sur la confusion qui existe entre le littoral et le domaine public maritime. C'est le domaine public maritime, en réalité, qui a été inclus dans le domaine de l'État par la loi 76-66 du 2 juillet 1976, qui avait interdit à ce qu'il y ait une construction à titre individuel et personnel à ce niveau-là. Mais le littoral, il n'existe pas jusqu'à l'heure actuelle quand même une certaine réglementation qui permet de voir comment est-ce qu'il faut occuper. Mais seulement, les gens doivent prendre conscience quand même des impacts de toutes ces constructions sur la dynamique côtière et essayer de minimiser un tout petit peu quand même ces impacts qui peuvent être alarmants. La loi sur le littoral est toujours en attente. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter comme changement majeur en matière de préservation des côtes? Comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'absence de la loi fait maintenant qu'on ne peut pas avoir une certaine réglementation de l'occupation du littoral. Et en attendant la mise en place de cette loi, quel rôle donc peut jouer les populations dans la préservation du littoral? Les populations doivent s'organiser pour prendre d'abord conscience de l'intérêt du littoral, de l'évolution du littoral et des conséquences de leurs activités sur le littoral pour pouvoir mieux préserver les activités qui se passent. Et selon vous, quelle est la meilleure solution pour la préservation des côtes africaines? Bon, étant donné qu'on l'a dit, on n'arrête pas la mer avec ses bras et on sait aussi que l'érosion côtière, c'est un phénomène naturel. La plage a besoin d'un espace ou d'un système de fonctionnement caractérisé par la présence d'une bande de sécurité. Et la meilleure manière, d'abord, c'est de laisser le fonctionnement naturel tout en laissant cette bande de sécurité intacte. Merci Papa Sagne pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes géologue, environnementaliste, spécialiste des questions d'érosion côtière, également chercheur au département de géologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.